Bonjour. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Ça montre votre intérêt pour des questions d'actualité, des questions qui sont pas, disons, faciles, mais dont le débat, qu'il faut débattre. Le débat est nécessaire. Alors merci Gianluca d'avoir organisé cette rencontre. Je vais prendre 15 minutes pour vous exposer quelques éléments qui semblent importants dans mon cheminement, dans ma réflexion, également à l'égard de la souveraineté et de la laïcité. Puis ensuite, je vais échanger avec vous, je vais prendre du temps surtout pour vous écouter et répondre à vos questions. Alors, la souveraineté. Moi, lorsque je suis arrivée au Québec en 97, disons que j'étais pas mal maganée. Je venais de vivre une expérience assez douloureuse, donc celle de quitter mon pays d'origine, l'Algérie, en 1994, en raison d'une guerre absolument épouvantable qui a mené à l'assassinat de plusieurs milliers d'Algériens et surtout de la montée d'un parti islamiste, donc le Front islamique du salut, qui nous promettait de faire de l'Algérie un pays islamiste. Donc je suis arrivée après un passage en France de 3 ans, avec le besoin de respirer, et je m'étais fixé comme ça quelques objectifs, et j'ai tout de suite senti que c'est dans ce pays, et là je parle du Québec, que je pourrais m'épanouir autant que femme, exister telle que je souhaite. Je n'étais pas pour autant acquise à la cause de la souveraineté dès mon arrivée. J'avais des questions plutôt existentielles de vie à régler. Donc j'ai revendiqué le statut de réfugié politique quelques jours après mon arrivée, que j'ai obtenu 3 mois plus tard. Je me suis inscrite à la maîtrise à l'INRS énergie et matériaux, par un coup de hasard et de bol absolument extraordinaire. On m'a offert une bourse pour poursuivre des recherches. Ensuite, je me suis inscrite à la maîtrise en sciences politiques et en droit international à l'UQAM. Bon, c'est dire que finalement, je cheminais dans cette société qui faisait de la place à l'autre d'une façon assez, je dirais, spectaculaire. Je l'avais jamais vécu, en fait, cette façon-là de faire de la place à l'autre avec autant d'intensité. Et donc, je trouvais le Québec d'emblée une terre d'accueil extrêmement chaleureuse et ouverte à l'autre. Bon, alors pour la femme que j'étais, donc cette amoureuse de la liberté, de l'égalité des femmes, c'était quelque chose d'absolument inouï que de voir à quel point la société québécoise avait cheminé sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc j'ai habité quelques années à Montréal après avoir rencontré mon amoureux. Donc je me suis installée dans la région de la capitale nationale fédérale, donc d'abord à Ottawa, puis ensuite de l'autre côté de la rivière. Et donc ça m'a permis de découvrir finalement ce que j'ignorais totalement, c'est-à-dire le Canada avec ses représentants, avec ses institutions. J'ai d'ailleurs travaillé
au Parlement fédéral, autant qu'assistante parlementaire pour différents députés, et ce qui m'a permis en fait de me faire une idée rapide et assez précise finalement de cette dualité qui jusque-là était pour moi abstraite, c'est-à-dire l'existence finalement de ce qu'il est communément ce qu'on appelle en fait les deux solitudes. Et donc je découvrais avec, je vous dirais, les débuts, avec beaucoup d'émoi, l'indifférence. L'indifférence de beaucoup de députés anglophones à l'égard du coin du pays dans lequel j'habitais jusque-là, c'est-à-dire le Québec. Une indifférence, souvent également une ignorance, voire quelquefois un mépris. Et donc j'ai été vite, en réalité, face à ce fait, questionnée sur la dualité, sur la cohabitation possible et nécessaire, et surtout l'émancipation, cette émancipation du Québec. Donc je me suis posé finalement cette question, le Québec peut-il s'émanciper à l'intérieur de la Confédération canadienne? Je n'ai pas répondu à cette question tout de suite. J'ai pris le temps de me familiariser d'abord avec les institutions et par la suite, donc j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral. Et il m'a été donné de voir, il m'a été donné donc de constater durant tout mon cheminement de fonctionnaire pour le gouvernement fédéral que la langue, en fait, que la loi qui est la plus violée dans ce pays, c'est la loi sur les langues officielles. Le Canada bilingue, c'est une farce. Ça n'existe que pour en émouvoir certains, que pour en berner d'autres. Pour moi, c'est-à-dire la francophone québécoise qui débarquait à Ottawa, c'était tout à fait autre chose. Plus encore, lorsque je voulais m'affirmer, me revendiquer, appartenir à la société québécoise, et je voulais donc parler en français. Écoutez, on ne va pas se le cacher, c'est mal vu pendant une réunion que de s'exprimer en français, parce que ce n'est pas la langue finalement du dominant, ce n'est pas la langue des institutions. Force est de constater que bon, plus tard, j'ai compris que ce bilinguisme n'était qu'une vilaine farce. Et donc ça m'a amené donc, non seulement à me questionner sur cette dualité, sur cette cohabitation, disons-le, impossible, mais aussi à m'affirmer autant que femme venue d'ailleurs, appartenant, voulant appartenir à un nous québécois. Plus encore, voulant m'associer, voulant travailler en réalité pour la cause souverainiste. Donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis impliquée durant la campagne électorale à Trois-Rivières et que bon, j'ai défendu donc, les couleurs du Parti québécois qui me semblait le meilleur parti souverainiste pour pouvoir porter cette cause de la souveraineté dans les prochaines années. Durant donc, cette campagne électorale, nous avons essayé, du moins tenté, de parler d'une charte, de la charte de la laïcité. Je dis bien tenté car le débat, il n'a pas été possible de le faire parce que bon, vous comprenez bien que pendant une campagne électorale, c'est difficile hein, de faire des débats.
on grossit les traits, on veut du spectacle, on veut divertir, je dirais même à quelques égards, et donc c'est pas très facile finalement de traiter de choses complexes et de choses difficiles. Alors tout d'abord, donc, pourquoi cette nécessité donc de la charte de la laïcité, et qu'est-ce la laïcité? Alors je commencerai donc par la définir. La laïcité, c'est d'abord la neutralité de l'État, donc élément essentiel des institutions de l'État. Deuxième chose, donc, c'est l'égalité de traitement entre toutes les options donc, spirituelles et religieuses. Et troisième élément, et qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'universalité de la loi. C'est-à-dire que la loi s'applique de la même façon à tout le monde. Eh bien, c'était difficile donc de porter un tel projet. Ça reste toujours difficile et périlleux de porter un tel projet parce qu'on est assujetti à la Cour suprême, au jugement de la Cour suprême. On est contenu également de respecter le multiculturalisme, compte tenu du fait que bon, c'est un droit constitutionnel, donc qui est inscrit dans la Constitution canadienne. Donc vous voyez bien qu'il y a là deux projets de société qui sont diamétralement opposés. Un qui est porté donc par le multiculturalisme, officialisé par Trudeau en 1982, pour faire de la nation québécoise une minorité, une simple minorité ethnique, et pour réduire donc le peuple fondateur à un simple figurant dans l'épopée de l'histoire du Québec. Et donc, on voit là donc, se cristalliser des crispations. D'autant plus que la suprématie donc, du religieux est portée en adoration par les institutions fédérales, mais pas seulement. D'autant plus que la consécration du religieux est inscrit dans la Constitution canadienne. Donc, le fait de nous amener à défendre une position plus républicaine, nationaliste, souverainiste, nous mène de fait à confronter et à affronter le multiculturalisme canadien. Alors le multiculturalisme canadien, on voit ses effets pratiquement à tous les jours. Et l'exemple qui illustre bien finalement son impact et sa portée, c'est l'histoire du Kirpan, qui date d'il y a quelques années. En 2002, on se rappellera de ce jeune sikh de 12 ans dont les parents voulaient qu'il porte donc un poignard au sein de son école. Et là, il y a eu donc le début d'une confrontation entre les institutions académiques, d'abord l'école, ensuite la commission scolaire, par la suite la Cour supérieure, ensuite la Cour d'appel, parce qu'il n'y avait pas question pour l'école et toutes les institutions que je viens de mentionner de cautionner le port du kirpan, compte tenu du fait qu'on était dans une école et qu'une lame n'était pas la bienvenue dans une école. Eh bien, ce que j'appelle une lame, ce que j'appelle un couteau, nos juges de la Cour suprême ne l'appellent pas de cette façon-là, ou ne voient pas les choses telles que moi je les vois. Non seulement ils ont renversé donc, le jugement de la Cour supérieure et de la Cour d'appel, bien évidemment, mais en plus de ça, dans le jugement qu'ils ont rendu, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils exigeaient de l'école la promotion du multiculturalisme en disant la liberté de religion est consacrée et donc une école conséquente, cohérente, doit, dès pratiquement le berceau, initier les enfants au multiculturalisme. Donc vous voyez que c'est allé très loin.
moi, ce qui me gêne en réalité dans cette façon de faire et de concevoir la citoyenneté et la vie en société, c'est le fait de pouvoir déroger à la loi. On vient briser un principe fondamental de la démocratie, à savoir l'égalité. Mais plus encore, nous avons vu ces dernières années de quelle façon des intégristes se sont arrogés des chartes pour valider leur vision de la vie, de la société, des femmes, et pour pouvoir imposer leurs normes. La juge Danielle Leroux-Dubé l'a d'ailleurs fait remarquer dans une contribution, dans différentes contributions absolument remarquables, bien évidemment après qu'elle ait quitté la Cour suprême, c'est-à-dire, je pense, en 2004, et donc elle a attiré notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, la liberté de religion sert en réalité les motivations de plusieurs groupes intégristes dans la société pour imposer leurs normes. Eh bien, nous avons vu à l'échelle du Canada combien ces groupes intégristes sont nombreux, combien qu'ils sont organisés, et la détermination qu'ils ont à aller de l'avant. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps de s'affirmer, d'affirmer donc nos valeurs, de donner primauté au lien social, dénué de tout fondement religieux, et d'insuffler donc une vision citoyenne de la société. Parce que sans cela, nous courons à notre perte et nous courons à notre disparition. Parce que je ne suis pas certaine que d'ici, allez, je vais avancer le chiffre de 10 ans, que d'ici 20 ans, si l'on continue de fermer les yeux sur certaines réalités qui sont assez préoccupantes, qui existent, nous n'allons pas en payer le prix. Et donc, il est essentiel pour moi, à travers l'expression de cette charte de la laïcité, de réaffirmer la neutralité de l'État, de réaffirmer l'égalité des sexes, et plus encore, de consolider le bien commun. Car je pense que ce n'est que de cette façon que la société québécoise sera en mesure de préserver donc ce qu'elle a acquis depuis 400 ans, et plus encore de pouvoir s'émanciper pleinement. Donc voilà en fait les quelques éléments que je voulais d'abord partager avec vous pour, disons, étayer, baliser un petit peu le débat. J'ai été assez brève pour permettre à tout un chacun de pouvoir poser donc, et nous étayer de ces commentaires. Donc n'ayez pas, enfin il n'y a pas de tabou, je veux dire, n'ayez pas peur de poser, mais vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Nous sommes là donc pour brasser des idées. Donc je vous invite à vous saisir du micro. Merci. On n'aura pas le choix, ça va être question-réponse uniquement. Donc, poser une question,
migrant un peu nos valeurs, donc l'égalité homme-femme, vous en avez parlé, les droits individuels. Est-ce que notre interculturalisme au Québec il est que théorique parce qu'on dirait des fois que dans l'application, il est un peu défaillant? Bon, ben, c'est une invitation à se mettre les pieds dans le plat, alors allons-y. Honnêtement, je me suis souvent interrogée sur ce concept d'interculturalisme, parce que vous savez, pour émettre des idées, on a besoin de concepts. Et jusqu'à dernièrement, enfin il n'y a pas si longtemps, allez disons, pour clarifier le débat, jusqu'à la commission en fait Bouchard-Taylor, je pensais que sincèrement, l'interculturalisme québécois, c'était une façon pour le Québec, du moins, de se démarquer du multiculturalisme et d'inviter l'autre à s'intégrer dans une entité qui existe déjà. Donc il n'était pas question en réalité de défaire cette entité-là. C'était une invitation que l'on faisait à l'autre pour pouvoir vivre pleinement dans sa nouvelle société. Et je dirais que j'ai commencé à me méfier de ce concept-là lorsqu'il a été bidouillé, disons, par la commission Bouchard-Taylor, et finalement ce concept-là renvoyait assez souvent à une conception différentialiste et à une conception multiculturaliste. Alors je me disais, mais attends, peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que finalement l'interculturalisme c'était pas tel que moi je l'avais compris. Ben en effet, il y a eu et il y a d'ailleurs toujours, disons-le, une période de grande confusion au Québec après la commission Bouchard-Taylor, qui à travers donc ces audiences nous a dressé le tableau, le portrait d'un Québec qui, on le disait souvent, peu ouvert, pas accueillant, assez crispé et disons même raciste. Et finalement, on a glissé petit à petit vers, je dirais, l'inversion du fardeau de l'intégration. C'est-à-dire que ce n'était plus à celui qui venait d'ailleurs de s'intégrer à la société québécoise avec ses valeurs bien évidemment et avec tout son cheminement historique, mais c'était à l'État québécois de créer une espèce de bulle pour ce nouvel arrivant, pour qu'il puisse reproduire en réalité ce qu'il a laissé dans son village ou dans sa ville ou dans son pays. Et très honnêtement, j'ai commencé à remettre en cause ce concept-là, qui, je le rappelle, au départ, avait des bonnes intentions, jusqu'à son kidnapping par la commission Bouchard-Taylor et par sa déviation vers la laïcité ouverte. Car la laïcité ouverte n'est rien d'autre que le corollaire du multiculturalisme. L'acceptation des particularismes au sein même de l'État québécois, c'est la négation de ce qui est commun à tous. C'est la négation du nous québécois. Et donc il est important, il me semble aujourd'hui, de remettre les pendules à l'heure et de dire que, bien évidemment, nous nous distancions de toutes nos forces d'ailleurs du multiculturalisme, mais pour offrir une perspective qui est la laïcité, une perspective qui est républicaine, qui est ouverte à l'autre, bien évidemment, mais qui n'est pas la négation de soi. Car la négation de soi, ce n'est jamais bon pour un peuple, et ça n'augure rien de bon pour le futur. Alors oui, il y a de la place pour
tous les gens qui viennent d'ailleurs, comme moi d'ailleurs, qui veulent bien s'intégrer à ce nous historique qu'est le nous québécois. C'est donc cette invitation qui nous incombe de faire à travers les institutions. Donc nos institutions doivent être le modèle de cette intégration, d'où la laïcité. Bonjour, je suis responsable d'une équipe en médiation interculturelle ici à Sherbrooke, donc je suis intéressée bien sûr par vos propos. Je suis un petit peu inquiète aussi, dans le sens où vous avez commencé avec justesse votre exposé en disant que vous étiez arrivé dans une société québécoise qui faisait de la place à l'autre en 97 et qui vous a accueilli et que vous avez pu vous investir pleinement dans cette société-là. Ça a été mon cas aussi en 92 et celle de ma famille. Et pour moi, c'est effectivement la société qu'on doit défendre et avec laquelle on doit continuer à avancer. Par contre, je suis inquiète quand je vous entends parler de la charte pour la laïcité telle que vous la décrivez ici. C'est pas forcément toute charte ou toute laïcité qui m'inquiète, je précise. Mais je suis inquiète parce que j'ai l'impression que votre discours fait peur, votre discours renforce les polarisations, votre discours exclut, et vous utilisez la laïcité comme une arme. Et pour moi, c'est très très inquiétant parce que je pense que la laïcité ne doit pas être une arme, la laïcité doit favoriser, vous l'avez dit, le lien social, le vivre ensemble. Mais ça n'est pas avec une laïcité excluante de membres de la population, quel que soit leur terre d'origine, je parle de l'exclusion au sens large, c'est pas en excluant qu'on va favoriser le lien social, le vivre ensemble et l'unité. Alors merci de votre réponse. Écoutez, lorsque on porte des accusations telles que vous l'avez fait, il me semble qu'il faudrait les étayer par des propos. Est-ce que ai-je dit qu'il fallait exclure? Ai-je exprimé, ai-je exposé aujourd'hui un projet d'exclusion? Je n'ai fait qu'affirmer des valeurs qui me semblent essentielles pour le vivre ensemble, c'est-à-dire la neutralité de l'État et l'égalité des sexes. Ça s'inscrit dans un cheminement historique qui est celui du peuple québécois qui, à la sueur de son front, a porté et a fait la Révolution tranquille pour déconfessionnaliser les institutions. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre au Québec dans une société qui s'est déconfessionnalisée pour faire justement de la place à la citoyenneté. Nous avons réussi ce pari absolument extraordinaire de déconfessionnaliser nos écoles, par exemple, ce qui n'est pas rien, parce que les catholiques et les protestants ont accepté de refuser leurs droits religieux, inscrits dans la Constitution canadienne et québécoise. C'est grâce à eux que nous avons pu mener à bien ce projet absolument extraordinaire de déconfessionnaliser les écoles, qui a été fait sous un gouvernement du Parti québécois et sous Pauline Marois. Donc nous avons des réussites et il faut poursuivre dans le sens de ces réussites. Cependant, il ne faut pas être aveugle. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que nous avons déconfessionnalisé, je suis allée un peu trop vite, car en réalité, nous avons déchristianisé nos écoles, oui, mais en permettant l'entrée dans nos écoles de symboles religieux des minorités, nous perdons le sens de cette déconfessionnalisation.
tout à l'heure, l'exemple du Kirpan n'était pas un exemple anodin. Donc, toute la réflexion que nous avons amorcée dans les années 50 pour la déconfessionnalisation de l'État québécois, nous devons aujourd'hui nous poser des questions difficiles, à savoir que faire avec les religions des minorités. Et oui, il y a des questionnements à faire. Et oui, il y a des précisions à apporter. Non pas pour montrer du doigt, non pas pour exclure, mais pour baliser ensemble une entité. Et donc c'est cette invitation que je vous ai faite tout à l'heure. Alors, poursuivons dans ce sens. J'ose espérer, loin des accusations, car moi je n'ai accusé personne. Merci. Alors merci pour votre commentaire, ça va me permettre de clarifier ma pensée. Tout à l'heure, quand j'ai parlé en fait du Kirpan, c'était pour mettre en exergue en fait la cristallisation entre deux conceptions du monde qui me semblent opposées, et surtout pour montrer l'assujettissement du Québec au jugement de la Cour suprême. Car je vous le rappelle encore, on a fait ce choix collectif de déconfessionnaliser l'école. Mais à cette époque, en réalité, en 2002, lorsque le problème du Kirpan s'est posé, l'école n'était pas encore déconfessionnalisée. Ou du moins, elle était en train de le devenir. La laïcité, en réalité, c'est la neutralité de l'État. Et l'État est, dans la réalité de tous les jours, représenté par des personnes. Il peut également être représenté par des murs, par des tabourets, par des chaises, par des tables. Mais ce qui, en réalité, organiquement, représente l'État, ce sont des individus. Et donc les individus qui représentent l'État doivent forcément incarner l'État. Et plus encore, ils doivent représenter et être d'accord avec les principes fondateurs de cet État. Les principes donc fondateurs, l'un des principes fondateurs de cet État, c'est par exemple l'égalité des sexes, par exemple. Et représenter l'État n'est pas un privilège, n'est pas un droit. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir représenter l'État. Parce que ça peut être contraignant, représenter l'État. Et j'en sais quelque chose, de toute façon, les représentants de l'État sont obligés, de par leur fonction, de respecter
une stricte neutralité politique, y compris d'apparence. C'est-à-dire que dans l'esprit du citoyen qui s'adresse à l'État, l'État représenté par une personne, il ne faut pas que ce représentant-là soit associé d'une quelconque façon, ne serait-ce que superficiellement, à un courant politique, ou partisan, plus précisément partisan. Dans le projet donc, de charte de la laïcité, ce que propose le Parti québécois, mais pas seulement, aussi le syndicat de la fonction publique québécoise et le Conseil du statut de la femme, c'est d'élargir cette neutralité politique à la neutralité religieuse. C'est tout. Donc on propose que cette gêne que se garde un individu concernant ses convictions politiques puisse aussi avoir préséance lorsqu'il s'agit de sa religion. Parce que l'État ne doit pas avoir de religion. Et donc les représentants de l'État, lorsqu'ils sont en fonction, ils doivent incarner donc cette neutralité de l'État. Donc en effet, le projet de la charte de la laïcité défendu par le Parti québécois donc, demande à ce que les fonctionnaires ne puissent plus arborer de signes religieux ostentatoires. Est-ce que malgré nous, on est un peu au sein d'une société culturellement christianiste, puis on ne voit pas encore la limite bien entre la religion et la culture, parce que des fois, ça se fond un peu ensemble dans notre cas? Enfin, je vous dirais oui et non, mais très honnêtement, la société québécoise est une société qui a fait énormément de chemin et qui s'est déconfessionnalisée. Je veux dire, on n'est plus assujetti, comme dans beaucoup de pays au monde, à l'argumentaire, au poids du religieux. Mais par ailleurs, ce cheminement-là n'est pas encore achevé, compte tenu du fait que cette laïcité-là n'est inscrite nulle part. Elle n'est inscrite dans aucun texte de loi. Nulle part. Il est mentionné que l'État québécois est un État laïque. Donc ce qui permet toutes sortes de confusions, de dérives, je dirais, puis de surenchères aussi. Donc je pense qu'on est rendu à une étape historique de notre cheminement où il faut clarifier cette position-là et où il serait, à mon sens, plus qu'opportun d'exprimer d'une façon formelle et d'inscrire la laïcité de l'État au sein de la charte, d'ailleurs, comme on l'a fait pour l'égalité des sexes en 2008. On a inscrit, donc on a réouvert le préambule de la charte pour pouvoir y porter ce principe fondateur de l'égalité des sexes. Et je pense qu'il serait bon de le faire concernant la laïcité. Moi, je voudrais revenir à l'idée de la souveraineté. Je me disais, comment vous pensez qu'il serait possible d'aller chercher l'appui des immigrants ou des nouveaux adaptateurs dans le projet de la souveraineté quand on sait qu'ils viennent de pays où est-ce que la stabilité politique est plutôt instable? Ben écoutez, on va chercher les nouveaux arrivants de la même façon qu'on va chercher l'ensemble des Québécois. Ces nouveaux arrivants ne sont pas si différents des Québécois. Ils demandent à être convaincus. Donc il va falloir convaincre les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années de la pertinence du projet de la souveraineté.
moi je pense que l'État doit jouer son rôle. Jouer son rôle, c'est-à-dire offrir une vie de qualité à l'ensemble des citoyens, un nouvel arrivant. Ce qui l'inquiète, c'est pas si différent de ce qui inquiéterait un Québécois. Le système de santé, l'éducation, la place de la culture dans la société. Donc ce sont des thématiques par lesquelles l'État doit jouer son rôle, c'est-à-dire le rôle qui est le sien, et se soustraire à la question religieuse. Je veux dire, l'État n'est pas là pour arbitrer la sphère religieuse. L'État n'est pas là pour donner des bonbons aux religieux. L'État est là pour insuffler de la citoyenneté, pour créer le lien social. Et le lien social, on le crée en cassant le communautarisme, en cassant les ghettos, en marginalisant tous ces clercs-là politico-religieux qui, au sein des communautés culturelles, prennent de plus en plus de place pour dicter, pour leur dire comment voter. C'est de cette façon-là. Et si on est capable d'aller vers les autres et d'expliquer notre projet, moi je n'ai aucun doute que beaucoup de nouveaux arrivants, que beaucoup d'immigrants vont être séduits par cette démarche. Il n'y a qu'à voir les personnes de grande qualité. Au Parti québécois, nous avons de tout temps connu des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'impliquent dans le projet, de la souveraineté. Mais vous savez, on n'est pas si différent ici de ce que l'on était là-bas. Si là-bas, nous n'avions pas le goût du politique, nous n'avions pas le goût du bien commun, eh bien, c'est différent. C'est difficile de le nourrir ici. Donc peut-être, en effet, à l'égard de ces gens, il va falloir appliquer, il va falloir être pédagogue dans notre façon de présenter le projet de la souveraineté, parce qu'il est porteur d'un projet libérateur, parce qu'il est porteur de liberté. Et beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent sont préoccupés par cette question-là de la liberté. Ils fuient justement des situations où leur liberté a été contrainte, a été assujettie. Et donc, il faudra user de pédagogie. Mais moi, je vois beaucoup de nouveaux arrivants qui s'intéressent au projet de la souveraineté autour de moi. Des gens qui viennent de partout du monde, des Libanais, des Chiliens, des Roumains. Écoutez, le projet de la souveraineté, c'est un projet qui est inclusif. Ce n'est pas un projet qui est exclusif. C'est cela qu'il va falloir expliquer, s'acharner à expliquer. Parce qu'évidemment, la propagande multiculturaliste est très très forte. Et elle a des moyens. Et elle met tout en place pour casser le projet de la souveraineté. Mais il faut continuer d'y croire et surtout d'inventer des nouvelles façons de l'expliquer. Ah, c'est fini ? Bon, ben c'est fini. On m'a dit que voilà, j'avais assez parlé. Merci beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas eu. J'ai mon livre « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident » qui est là et qui est en vente. Et je pourrais faire une petite dédicace. Donc j'ai une dizaine d'exemplaires pour ceux qui veulent. Merci.